Hello, hello! Je m'appelle Stéphanie et j'adore voyager en famille. Famille et voyage, le podcast, ce sont des conversations autour des carnets de voyage de mes invités et aussi des reportages à la rencontre de personnes passionnées qui proposent des séjours ou des activités à faire avec nos enfants. Ici, on parle destination, coup de cœur, budget et tout ce qu'on peut faire en famille, parce que c'est quand même trop cool de partir en rando avec ses enfants qui demandent toutes les 5 minutes « Maman, quand est-ce qu'on rentre ?» Si avec ça, vous n'avez pas d'idée pour vos prochaines vacances, dites-moi quelle destination ou activité vous avez envie de découvrir en mettant un commentaire sur le blog famille-et-voyage-avec-un-s.com et je partirai en quête pour vous. Bienvenue dans la saison 2 de Famille et Voyage, le podcast. Charlotte a quitté la France après ses études de journalisme il y a plus de 10 ans. Elle s'est installée en Syrie, puis au Yémen, où elle a notamment couvert la révolution arabe et rencontré celui qui deviendra son mari. Pour fonder leur famille, ils décident de partir aux États-Unis. 3 ans et 2 jolies petites filles plus tard, ils font leurs valises pour retrouver le monde arabe et emménager à Alger pendant 3 ans. Un petit 3e plus tard, Charlotte et sa tribu mettent cette fois le cap vers l'Asie et partent s'installer à Bangkok où ils résident depuis février dernier. Charlotte a créé Little Voyageur, un site sur le voyage en famille, après la naissance de sa première fille. Passionnée de belles adresses, elle y partage toutes ses découvertes. Autrice des guides Petit Futé Syrie et Iran dans les premières années de sa carrière, c'est maintenant sous sa propre marque qu'elle écrit de guides de voyage destinés aux tribus modernes. Mise en page épurée, adresses secrètes soufflées par les mamans sur place, rubrique pensée pour et par des parents, elle a imaginé les premiers guides papier et digitaux 100% famille. Aujourd'hui, c'est un guide audio qu'elle nous propose pour découvrir la capitale thaïlandaise. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour parler de Bangkok. C'est un grand plaisir, c'est une ville où je viens tout juste de m'installer et qui me plaît déjà énormément, donc ravie de partager un peu mon expérience sur place. Ça fait combien de temps exactement ? On est arrivé fin février 2020, pendant la période du Covid. Une semaine après notre arrivée, le pays a fermé les frontières. Waouh ! Complètement coupé du reste du monde, donc on a eu chaud aux fesses, on va dire. On était vraiment chanceux. Oui, de pouvoir arriver juste avant, sinon ça aurait reporté de plusieurs mois, puisque c'est toujours le cas, c'est ça ? Exactement. La Thaïlande n'a pas encore réouvert ses frontières aux touristes. Il faut avoir un visa de travail pour venir et même dans ce cas-là, il y a beaucoup d'attentes. Les listes dans les ambassades de personnes qui espèrent entrer en Thaïlande sont très très longues. Les démarches sont compliquées, il y a beaucoup d'assurances à montrer, il y a évidemment des tests Covid à effectuer au préalable, mais surtout une quarantaine très stricte en arrivant en chambre d'hôtel. C'est une isolation totale pendant 2 semaines on apporte des plateaux repas, c'est des personnes entièrement couvertes et masquées qui vous apportent ça, donc c'est rude en fait, ça donne vraiment pas envie de sortir du pays et franchement pas envie d'y entrer si on n'a pas une raison professionnelle indispensable. Ah oui, effectivement, c'est impressionnant. Et vous avez déjà de la visibilité sur la suite ou c'est toujours au jour le jour On n'en a aucune. Ils parlent de lancer une bulle pour les touristes sur Phuket, mais là, il y a eu un cas isolé qui a été recensé et ça y est. Ils ont complètement oublié l'idée. Pour l'instant, on n'en parle plus. Donc non, tout change tout le temps. On n'a vraiment aucune visibilité, ce qui est très, très difficile vis-à-vis de la famille en France. C'est la partie la plus difficile pour moi de l'expatriation. Ça n'a jamais été compliqué, mais là, en ce moment, ça fait 1 an qu'on n'a pas vu les grands-parents et ça commence vraiment à être très difficile des 2 côtés, surtout sans visibilité, en fait. Oui, bien sûr. Il faut être patient encore. Exactement. Avant de rentrer complètement dans le vif du sujet et de parler de Bangkok plus en détail, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours qui est pour moi complètement fou et hyper passionnant. Est-ce qu'on peut refaire justement le point sur ce parcours tellement atypique, en commençant évidemment par la Syrie et le Yémen où tu étais reporter après tes études de journalisme. Comment ça s'est passé ? Comment tu as pris cette décision de partir loin et surtout dans ces zones qui sont pas évidentes, on va dire ? J'aimerais en savoir plus.
J'ai toujours beaucoup aimé l'étranger, aimé l'autre, aimé des nouvelles cultures. Et au cours de mes études de journalisme, j'ai bien compris que ce que je voulais vraiment faire au final, c'est d'être reporter. Et j'ai aussi compris, en faisant pas mal de stages, que ça ne se passerait pas avant plusieurs années, voire des dizaines d'années si je reste en France. Parce qu'il faut déjà se prouver ce qu'on peut faire. Et avant d'être envoyé à l'étranger sur le terrain, pour moi, ça me semblait un parcours du combattant et j'avais pas la patience en fait d'attendre. Donc je me suis dit à la fin de mes études de journalisme, moi je vais partir sur le terrain et je vais aller dans un endroit où il devrait pas y avoir trop de monde. On verra. Je vais essayer d'envoyer des propositions de sujets à des rédactions avec qui j'ai pris contact avant de partir et on verra si ça marche. Donc j'ai tenté le tout pour le tout et j'ai eu vent de la Syrie, qui était un pays qui accueillait pas mal de jeunes étudiants pour apprendre l'arabe. Et en quelques heures de recherche seulement, le pays m'a vraiment séduit. On pouvait vivre en plein cœur de la vieille ville de Damas, dans une grande maison à plusieurs étudiants de toutes nationalités. Et en fait, c'était un peu pour moi un complément de mes études de journalisme et on va dire un complément sur le terrain. Donc je me suis dit, j'ai terminé mes études, j'ai 21 ans, je file en Syrie. Et tout le monde était hyper confiant autour de toi. Je me souviens encore annoncer à ma maman un matin en sautant du lit, j'ai trouvé ce que je vais faire. En fait, je vais partir en Syrie, je vais aller vivre dans cette maison-là et je partirai dès septembre. Et c'est vrai que ça a été un choc monumental. Ma maman m'a toujours soutenue. Oui. Elle a évoqué ses appréhensions en tant que maman, évidemment, mais elle ne s'est jamais opposée à ce choix. Mon père, lui, a trouvé ça super et m'a dit de foncer. D'accord. Donc voilà, je suis partie le cœur plutôt léger. Mes parents me faisaient confiance et il faut quand même dire que déjà pendant mes études de journalisme, j'avais fait un stage en Chine, j'étais partie aux États-Unis et j'avais fait des reportages avec l'armée française au Kosovo. Donc j'avais déjà un peu semé des graines de ce que je voulais faire plus tard et donc mes parents savaient déjà que j'avais pas un profil atypique. Et là, voilà, avec cette nouvelle, j'ai rajouté un peu une couche, mais bon, ils m'ont laissé partir. Et du coup, moi, j'ai débarqué en Syrie, j'ai pris des cours d'arabe, mais en même temps, j'ai commencé à pas mal discuter avec des locaux et j'ai eu une opportunité de partir en Jordanie assez vite pour faire un premier reportage pour l'AFP. Et donc, j'ai fait ça avec un collègue journaliste avec qui je me suis liée d'amitié en arrivant. Donc, on est parti voir les réfugiés irakiens en Jordanie et ensuite, d'une pierre deux coups, petit à petit, j'ai réussi à vendre des sujets à France Info, France Inter, France 24. Et donc, petit à petit, ma carrière s'est développée. J'ai commencé en radio. Ensuite, j'ai fait du reportage télé et je faisais tout moi-même de A à Z. J'ai fait de la presse écrite. Je suis partie en Iran écrire Le Petit Futé. Je suis partie dans les camps de réfugiés en Algérie. J'ai vraiment rayonné sur toute la région et j'essayais à chaque fois de trouver des sujets qui n'ont jamais été faits et des sujets qui peuvent intéresser la France. Et ça a plutôt pas mal marché. Donc, j'ai commencé en Syrie pendant 2 ans et ensuite, je suis partie au Yémen. J'y étais allée en voyage une fois et j'avais beaucoup aimé. Donc, j'ai décidé de déménager et de voir ce qui se passait là-bas. Il y avait aussi aucun journaliste français. Donc, j'avais une place à prendre. J'ai continué à travailler pour les mêmes médias français et au bout d'1 an et demi au Yémen, le printemps arabe a commencé. Et du coup, j'étais la seule journaliste sur place et de fait, on m'a tout de suite demandé de couvrir ce qui se passait. Mais j'ai jamais envisagé de faire de journalisme de guerre. Pour moi, c'était plus... j'aime beaucoup les peuples. C'était plutôt un journalisme de voyage, axé reportage société, style de vie. Et là, le reportage un peu plus de guerre m'est tombé dessus. Donc, j'ai joué le jeu et j'ai couvert ça. Mais au bout d'un moment, la situation est devenue beaucoup trop dangereuse. J'étais coincée dans des manifestations. On m'a fait comprendre que je pouvais très facilement me faire enlever par les deux parties. Enfin bref, ça devenait très, très risqué. Et t'as eu peur, forcément. J'ai eu peur. J'ai eu vraiment, vraiment très, très peur. Et du coup, on a pris d'un commun accord avec la personne que j'avais rencontrée sur place à l'époque, qui est devenue mon mari. On est parti, on a quitté le Yémen en quelques jours. Ça s'est fait très, très vite. Et on sentait en fait que le pays dérapait à une vitesse impressionnante. Et en fait, quelques jours après notre départ, une collègue journaliste s'est fait enlever avec son mari. Voilà, ça nous a vraiment donné froid dans le dos, mais on est parti au bon moment. J'en ai des frissons. C'était assez marquant, en fait. Et le virage qu'on a pris après était aussi marquant, puisqu'en quelques mois,
On s'est retrouvés au Qatar, puis en fait assez vite aux États-Unis où mon mari a eu une opportunité professionnelle. Et donc là, voilà, on a un peu démarré notre vie de famille là-bas. Dans un environnement plus simple, Oui. plus sécure. Là, on était juste contents de retrouver la sécurité totale. Ça faisait à peu près 5 ans que j'étais au Moyen-Orient. J'avais besoin d'un break, un break mental aussi, parce qu'il y a quand même une grosse... c'est beaucoup de pression de vivre en tant que femme au Moyen-Orient. J'ai pas trouvé ça difficile, mais la charge mentale est importante, parce qu'on est beaucoup sollicité, on est beaucoup regardé, on n'est pas forcément comprise. Donc, le besoin de faire un break était ressenti à ce moment-là. Et heureusement que la révolution arabe nous a un peu poussés, en fait. De toute façon, il y avait un caractère d'urgence, il fallait partir. Oui, il fallait partir. Les ambassades ne soutenaient plus les locaux sur place, donc il fallait partir, quoi. C'était pas possible. Donc voilà, et puis de là, voilà, on a commencé notre vie de famille aux États-Unis, à San Francisco, où j'ai eu ma première fille et où je me suis lancée dans une aventure plus de blog personnel. Ça change. Ça change beaucoup. En fait, j'aurais bien aimé continuer à travailler pour les médias français, mais en débarquant aux États-Unis, on m'a très simplement dit, il y a déjà des correspondants sur place. Vous n'avez pas votre place ici pour nous. On n'a pas besoin de vous. Nous, ceux qu'on envoie aux États-Unis sont des vieux de la vieille, des gens qui ont attendu 20 ans pour partir sur le terrain. Donc, il y avait un énorme décalage. Donc, j'ai perdu tous mes clients, toutes les personnes avec qui je travaillais. Et là, je me suis mise un peu à travailler pour la presse locale sur le thème de la famille, des sorties en famille. Et puis, j'ai créé mon blog assez vite parce que au final, je suis quand même très indépendante et je préfère écrire pour moi-même. Du coup, le blog est une bonne option, effectivement. Oui, et une bonne option aussi quand on débute sa vie de famille, sa vie de mère et qu'on a envie d'être disponible pour ses enfants. Oui, et puis le sujet est tout trouvé. C'est vraiment ce que vous avez vécu dans les premières années et ensuite le blog a évolué avec les enfants. Exactement, c'est exactement ça. C'est mon mari qui en a eu l'idée. C'est lui qui m'a dit, mais tu devrais écrire des guides de voyage pour les familles, on voyage tout le temps, on a des enfants, donc ça tombe sous le sens. Et je me suis dit, mais oui, en fait, il a raison. D'ailleurs, quand vous partiez en vacances, quand on a passé 5 ans au Moyen-Orient dans un climat un peu particulier, on va dire, vous faisiez quoi pendant vos vacances? Et quand les filles sont arrivées, comment ça a évolué? Quand j'étais en Syrie, déjà, je prenais pas de vacances. J'étais trop jeune. Le concept de vacances n'existait pas. J'allais juste voir mes parents en France. C'était un petit break plutôt de retourner à mes racines. Et puis ensuite, quand j'étais en couple au Yémen, nos vacances, c'était d'aller dans un hôtel ultra luxueux à Oman ou dans un hôtel dans les pays aux alentours Dubaï où Oman nous paraissait déjà un autre monde venu du Yémen. Donc, on s'octroyait des week-ends comme ça dans des petits havres de paix où on pouvait prendre un verre de vin et manger une pizza au jambon cru, quoi. Enfin, des trucs tout simples. On n'avait pas accès à ce genre de choses. Donc, histoire de respirer. En fait, on a vraiment besoin de respirer quand on est dans des environnements clos comme ça et si différents de ce qu'on connaît, en fait, dans l'environnement dans lequel on a grandi. Pour moi, c'est très motivant. C'est un vrai booster au quotidien. Mais tous les 3 mois, j'ai besoin de sortir. Et mon mari aussi, et en fait tous les expats. C'est pour ça qu'on a aussi, moi je n'avais pas, mais les gens qui travaillent pour des grosses entreprises dans ce genre de pays peuvent s'octroyer quelques jours tous les 3 mois. Ça dépend des pays, mais c'est compris dans le package d'expatriation parce que c'est vraiment nécessaire. Sinon, c'est très dur. Et quand ta première fille est arrivée, vous avez changé votre façon de voyager ou vous l'avez juste adaptée? On l'a juste adapté. En fait, à l'époque, je voyageais beaucoup avec mon mari qui, lui, faisait des missions pour le travail. Je me greffais sur ses missions pour le travail et j'en profitais, moi, pour voyager à côté. Et du coup, ma fille venait avec nous. C'est à peine 3 mois, elle a pris son premier avion pour partir en Uruguay pendant 2 semaines. Et puis, à partir de là, ça s'est enchaîné, quoi. Elle n'a pas arrêté. Je sais pas combien de pays elle a déjà visité. J'avais compté une fois, 10, 12 déjà. Enfin, c'est chouette. C'est chouette. Ouais. On a juste adapté, on a continué à beaucoup bouger. Et là, de plus en plus, en fait, depuis qu'on est en Thaïlande, j'ai l'impression que ça va aller crescendo. Après les États-Unis, vous êtes reparti dans le monde arabe pour vous installer à Alger. Encore une opportunité professionnelle? Tout à fait. Mon mari ayant gardé pas mal d'entreprises au Moyen-Orient, lui est investisseur dans le domaine agricole. L'Algérie
se montrait très gourmande en investisseurs étrangers à l'époque et le domaine de l'agriculture les intéressait beaucoup. Donc, suite à une conférence, il a eu une opportunité pour s'associer avec des partenaires algériens et développer le business qu'il faisait dans d'autres pays déjà. Donc, on était ravis. Bon, ça nous permet de nous rapprocher de l'Europe. On retrouvait un peu le monde arabe qu'on avait quitté si brutalement. Et en plus, on pouvait y accéder avec nos filles dans un environnement francophone. Donc, ça nous semblait vraiment parfait. Alors pourquoi vous avez encore changé? Puisque maintenant vous êtes en Thaïlande, qu'est-ce qui a fait que vous avez refait une fois de plus vos valises? En fait, les expatriés, les missions en général durent 3 ans. Donc, c'est un cycle de 3 ans qu'on a terminé en Algérie. On aurait pu le prolonger, mais pour être honnête, c'est un pays qui est au final assez hostile à l'entrepreneuriat. Mon mari a eu beaucoup de mal à monter son projet sur place. Beaucoup de barrières administratives. Ça prend énormément de temps. En fait, quand ce sont des grosses entreprises qui souhaitent s'implanter, des entreprises déjà assises et connues, ça se passe. Mais pour mon mari qui voulait créer une nouvelle structure sur place en tant qu'entrepreneur, c'est presque du jamais vu et c'est très compliqué. Et en gros, on pourrait y arriver, mais il faudrait rester une dizaine d'années. Parce que là, au bout de 3 ans, il n'avait toujours pas obtenu de terre pour planter ses cultures au sud. Ah oui, c'est long. C'est très long. Il y a eu entre-temps un changement de président. Donc le pays, les administrations se sont arrêtées de travailler pendant 1 an. Donc voilà, le timing n'allait pas. Et donc c'est un pays où il faut s'installer pour pas 3 ans, mais 5, 10 ans. Et moi, j'étais pas prête à signer, lui non plus. C'était usant mentalement. Aussi, le système de santé est pas très, très fiable. Par exemple, je suis allée accoucher de mon 3e en France. Pendant qu'on habitait là-bas, parce que j'ai pas osé accoucher sur place. Et donc, au quotidien, quand on a 3 jeunes enfants, ne pas avoir un système de santé, ne pas se sentir en confiance d'avoir un hôpital qui pourrait gérer les quelconques urgences qu'on peut avoir avec des enfants, pour moi, est assez stressant au final. Et puis aussi, le manque d'activités, le manque de lieux, le manque d'escapades qu'on peut faire depuis Alger avec des jeunes enfants se faisait vraiment ressentir. On devait sortir du pays à chaque fois qu'on voulait vraiment prendre de vacances, quoi. Il n'y a pas d'infrastructure touristique, il n'y a quasiment pas de parc. Enfin, c'est pas très, très adapté pour moi à une vie de maman aventurière avec de jeunes enfants. Pour le coup, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas. Donc, on était ravis d'avoir une opportunité en Thaïlande qui nous semblait un pays parfaitement adapté à toutes les volontés et les demandes de la famille, de tous les membres de la famille. Combien de temps ça a pris entre le moment où vous vous êtes dit on renouvellera pas et le moment où vous êtes arrivé en Thaïlande? 1 an. Ce qui est normal ou ce qui est long, je me rends pas compte. Ce qui est plutôt normal. Ce qui est plutôt normal. Ok. De ce que j'ai pu voir chez mes amis qui sont expatriés, en général, on fait des demandes pour aller dans un nouveau pays et puis la réponse vient très tardivement et c'est très fréquent d'avoir seulement 3 mois pour boucler ses valises et changer de pays. Nous, on a eu un petit peu plus de temps parce que mon mari est entrepreneur, donc c'est lui qui gère un petit peu le rythme du déménagement, mais de l'idée jusqu'à l'accomplissement, c'était 1 an. Et est-ce qu'il y avait plusieurs pays en lice ou c'est vraiment l'opportunité de ton mari qui a fait que vous êtes partis sur la Thaïlande? Il y avait quelques autres pays en Asie, parce qu'on s'était dit l'Asie, ça nous semble un continent intéressant, on ne connaît pas. Ça nous titillait. Il y avait la Malaisie, il y avait Singapour et Bangkok. Et en fait, ce qui nous a décidé sont la facilité de créer une entreprise, la facilité d'être entrepreneur, le niveau de vie, les écoles. Voilà, on a un peu ratissé sur tous les terrains et c'était le mix parfait en fait. Kuala Lumpur était très proche, mais c'était un petit peu plus compliqué de créer sa structure. Bangkok nous semblait un peu plus ouverte et c'est une vraie plaque tournante. C'est-à-dire que c'est une ville idéale pour être rayonnée dans la région. Mon mari voulant lancer ses produits cosmétiques ici avec ce qui fait pousser au Moyen-Orient, c'est parfait pour rayonner, c'est très central. Donc ça combinait tout ce qui était intéressant pour vous, côté pro et perso. Exactement. Les démarches pour s'y installer, elles ont été simples ou compliquées par rapport à vos précédentes expériences? Plutôt très simple. Évidemment, il y a des étapes à respecter, mais c'est clair au moins. On sait exactement ce qu'il faut faire et si on fait ce qui nous est demandé, on obtient les visas qui sont requis et tout se passe très facilement.
Nous, on est arrivé avec un visa de touriste et on pensait le convertir au bout de quelques mois en sortant du pays et en rentrant avec un visa de travail. Malheureusement, comme le Covid est passé par là, on n'a jamais pu sortir du pays. Donc, on a bénéficié avec beaucoup d'autres étrangers en Thaïlande d'une prolongation de notre visa. On a eu 2-3 prolongations et d'ailleurs, tout va se terminer fin septembre. Mais entre-temps, mon mari a créé sa structure et donc on a pu changer notre visa sur place avec l'aide d'avocats évidemment. Mais la Thaïlande a laissé la possibilité à des gens qui s'installent vraiment. On paye un loyer, on a une maison, on a des enfants à l'école, mon mari a une entreprise, on a 6 employés, donc on s'installe et la Thaïlande reconnaît ça et nous permet de rester. Là, j'étais encore à l'immigration il y a quelques jours et j'attends mon passeport pour mon visa, mais je suis la dernière de la famille à l'obtenir, donc ça devrait aller après. D'accord. Et c'est un visa pour combien de temps ? Je sais pas encore. Je crois que c'est juste quelques mois, mais c'est toujours le plus dur d'avoir le premier. Ensuite, le renouvellement devrait pas être trop compliqué. Est-ce qu'il y avait quand même des a priori avant de partir ou tout était clair et limpide et de toute façon, vous verriez bien sur place ? C'est plutôt notre mentalité, ça. On se dit, de toute façon, on verra bien sur place. Après, les pays où on a été, ça devrait pas être plus compliqué. Enfin, voilà, on relativise beaucoup par rapport à l'expérience qu'on a eue. Mais c'est ça. On a pris la façon de voir un pays et de s'y installer, c'est complètement subjectif par rapport à ce qu'on a vécu avant. On a mis 1 an en Algérie pour obtenir une résidence. C'était un casse-tête administratif pas possible, avec beaucoup de rendez-vous, faut beaucoup sourire. Enfin, c'était pour moi très difficile, pour mon mari aussi, avec aucune certitude. On nous demande certains papiers un jour, on amène les papiers le jour d'après, c'est d'autres papiers. Enfin bref, tout ça n'existe pas en Thaïlande. Au moins, c'est clair, on sait ce qu'il faut faire, on le fait et ça fonctionne. On patiente, on paye et ça fonctionne. Comment s'est passée votre installation ? C'était assez facile. En fait, je suis venue en voyage de reconnaissance pendant 4 jours, fin janvier. Et je me suis dit, j'avais programmé à peu près une quinzaine de visites de maisons et 8 écoles. Je suis venue seule, sans mari, sans enfant. Je me suis dit que je serais plus efficace. On voulait faire les choses bien pour une fois et ne pas arriver sans maison et rester dans un appart-hôtel pendant longtemps parce qu'on s'est dit, les enfants ont assez vite besoin de retrouver une routine. C'est vraiment important, je pense, surtout qu'ils grandissent. Et c'est déstabilisant de déménager en milieu d'année. Donc, je voulais à tout prix trouver l'école et une maison, si possible, pour éviter la case appart-hôtel où on n'est pas vraiment chez soi. Et en 4 jours, j'ai fait plein de visites et j'ai trouvé ce qui nous convenait. Donc, on a déménagé 1 mois plus tard et on est arrivé directement de l'aéroport dans notre maison. Et les filles ont commencé l'école pour quelques jours à cause du Covid, malheureusement, après. Et puis, après, tout a été fermé. Mais c'était plutôt facile. D'ailleurs, les enfants avaient quel âge à votre arrivée ? 1 an, 3 ans et 5 ans. Le petit dernier ne peut pas se rendre compte, mais les filles, est-ce qu'elles étaient en mode excitation totale ou un peu déstabilisées par ce changement ? L'aînée, je dirais un mélange des deux. Ouais. Ma fille qui a 3 ans, elle se rendait pas compte. En fait, ce qui est le plus dur, c'est de quitter les copains. Évidemment. C'est ça, en fait. Elles parlent encore de leurs copains de leur ancienne école. Alors là, elles sont dans une nouvelle école et tout se passe très bien. Donc, il y a des nouvelles amitiés qui se lient. Donc, voilà, ça commence à être un peu plus facile. Mais bon, c'est à cet âge-là, c'est ça qui manque, quoi. Après, le reste, non, c'est plus de l'excitation de découvrir un nouveau pays, de la nouvelle nourriture. Il y a plein de parcs partout. Enfin, c'est une autre vie quand même pour les enfants ici. Oui. Elles se rendent bien compte. On fait plein d'activités après l'école. On va dans des endroits super le week-end. Et on n'avait pas cette chance-là en Algérie. Alors, le contexte est un peu particulier avec la Covid, mais est-ce qu'il y a déjà des avantages qui se dessinent depuis que vous êtes arrivés pour une vie de famille à Bangkok ? Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Déjà, on peut vivre de plein de manières différentes à Bangkok. La ville s'adapte à tous les budgets et ça, je trouve ça vraiment très agréable. On peut vivre un petit peu éloigné du centre, avoir une maison. On peut vivre dans le centre, en appartement, en maison. Au niveau des écoles, il y a beaucoup d'écoles internationales, donc on peut choisir celle qui correspond le mieux à notre vision de l'éducation. Et il y a pléthore d'activités. Si votre enfant veut faire de la batterie, il peut faire de la batterie, des claquettes, de la natation, enfin des plus farfelus aux plus classiques.
Et il y a quelques parcs dans la ville et beaucoup d'options de sorties en nature en dehors de Bangkok. Il faut quand même en 2 heures de voiture, on peut se retrouver dans un parc national et voir des éléphants qui traversent la route. Donc, si on se donne les moyens, il y a quand même de super escapades à faire sur le week-end. Et pour moi, c'est un énorme avantage quand on a des enfants de pouvoir s'échapper comme ça, soit à la mer ou soit dans un parc national très facilement. Je trouve ça chouette. A contrario, est-ce qu'il y a des inconvénients? Oui, il y en a. On peut pas facilement marcher dans la rue. Pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup de rues qui n'ont pas de trottoir. Les trottoirs sont pas forcément très larges ou ils sont parfois il y a beaucoup de trous. Donc pour les enfants, c'est pas facile de marcher et il fait extrêmement chaud. Mais vraiment, il fait très chaud. Et ça, ce sera toute l'année. Donc au bout de assez vite, hein, les enfants meurent de chaud et donc entre 10h et 16h, on oublie quoi. On peut pas aller se balader à pied dans la ville avec des enfants, surtout qui ont, enfin, jusqu'à entre 0 et 6 ans. Moi, ça me semble compliqué. Donc, moi, c'est ce qui me manque un peu, de les prendre par la main avec la trottinette, d'aller acheter une baguette de pain. C'est sympa. Ça, c'est des choses que j'aimerais pouvoir faire, mais que je peux pas faire. Et il y a quelques parcs dans Bangkok, mais il y en a pas à tous les coins de rue non plus. Donc, il faut forcément prendre la voiture pour aller dans un parc, se garer. Et il faut imaginer être coincé dans les bouchons, au moins à l'aller ou au retour, quoi. C'est une ville qui a pas mal d'embouteillages. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui peuvent un peu déplaire quand on a des enfants. Mais on s'y fait. Oh oui, on s'y fait. Il y a tellement d'autres aspects positifs à côté que ça la balance et enfin, c'est même pas équilibré là. Il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs à mes yeux, hein. Bah, tant mieux. Ça fait quand même quelques mois que vous êtes là dans un contexte, encore une fois, un peu particulier. Mais si déjà la maison est chouette, les filles sont à l'école, vous avez trouvé ce qui correspond, enfin ce que vous avez envie de faire au quotidien avec votre famille, c'est déjà un gros avantage. Et le fait qu'il fasse très chaud, c'est sûr que pour moi, parisienne, ça donne envie. Il fait pas spécialement chaud, mais c'est un endroit où nous, on va en vacances, où on ne vit pas, donc ça fait forcément rêver. Bien sûr. En fait, moi, la chaleur, c'est plus pour rend marcher dans la rue un peu compliqué, mais sinon, c'est un vrai bonheur. On n'a pas besoin de mettre des chaussettes aux enfants, on n'a pas besoin de mettre des baskets, de mettre des manteaux. Non, ça, c'est clair que moi aussi, je suis adepte à 100% de ces températures qui sont quand même bien agréables. Du coup, pour ceux qui veulent partir en vacances, c'est un peu l'idée, c'est d'essayer d'avoir tes meilleurs conseils sur un séjour qu'on pourrait faire. Alors évidemment, on imagine bien qu'on reste pas à Bangkok pendant 15 jours, mais ça me paraît incontournable d'y passer quelques jours, je sais pas combien, puis ensuite d'aller alentour. Donc qu'est-ce que tu conseillerais toi pour un premier voyage? Qu'est-ce qui est absolument incontournable? Alors, pour moi, donc Bangkok, je dirais à peu près 3 jours. 2 jours en ville, faire une balade le long de la rivière, aller explorer un petit peu Bangkok vue de l'eau. J'ai fait ça il y a quelques week-ends et c'était absolument magique. Après, il y a quelques musées qui valent vraiment le coup et des jolis temples sur Bangkok. Ensuite, je passerai quand même une journée aux alentours de Bangkok à me balader en vélo. Alors, ça peut être il y a une petite île très sympa qui permet une balade à la journée. Où là, et encore hier, j'étais dans une énorme ferme qui a transformé la nature en vrai terrain de jeu pour les parents et les enfants. Et c'est une journée magique à passer à 20 minutes de Bangkok. On est en pleine nature, dans la boue et on s'éclate en famille. Et c'est très, très rigolo. Donc, je ferai ça. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Get Growing Community Farm. Ok. Mais le mieux est vraiment de regarder la page Instagram Little Voyageur sur laquelle au quotidien je partage tout ça. Vous retrouverez tous les endroits où je suis allée et puis sur le blog aussi je parle beaucoup de toutes les escapades à faire depuis Bangkok à la journée. Et ensuite on peut donc rayonner un petit peu plus loin. Alors, moi, j'irai passer quelques jours déjà au vert dans un parc national. Alors, soit à l'est, soit à l'ouest, il y en a 2. On peut aller notamment le long de la rivière Kauai. On peut dormir dans un sanctuaire avec des éléphants. C'est des sanctuaires qui recueillent les éléphants qui ont été maltraités par des grosses agences touristiques. Et donc, on les nourrit, on se baigne avec eux, on les lave. Et ça, c'est une expérience typique qui est quand même assez forte. Moi, les filles ont vraiment adoré. Donc, je conseillerais une balade au vert pendant
Je dirais oui, 2-3 jours, encore une fois. Ensuite, je m'échapperai sur une des îles paradisiaques que compte la Thaïlande. Alors, j'irai pas à Phuket, j'irai pas à Koh Phi Phi ou à Krabi ou à Koh Samui, mais j'opterai pour une île peut-être un petit peu plus difficile d'accès, donc qui requerra de l'avion, un petit taxi et un bateau. Mais du coup, ce sera une île où vous aurez le sentiment d'être dans une Thaïlande un peu authentique et préservée du tourisme, et où vous aurez accès depuis cette île à des sites très touristiques à la journée en bateau. Parfait. Donc, je pense notamment à Khao Yai. C'est des îles, toutes les îles entre la péninsule de Phuket et la péninsule de Krabi. Il y en a qui sont très peu visitées et qui valent vraiment le coup. Donc, je ferai ça pendant une bonne semaine. Quitte à faire 2 îles différentes. Ouais. Ça peut être vraiment chouette. Ces 2 îles seraient dans le même périmètre ? Oui, plus ou moins. Okay. Oui. Accessible en bateau. Oui. Alors, pour les noms, je ne suis pas encore très calée. Il faudrait que je regarde sur une carte là. Mais je suis en train d'écrire un guide pour les familles sur la Thaïlande. Parfait. Et donc, il va sortir l'année prochaine. Et je vais mettre toutes ces bonnes adresses et toutes les idées d'îles et d'escapades dedans. Donc, on pourra les retrouver. Ensuite, voilà, si vous voulez encore prolonger, je partirai au nord, complètement dans les montagnes thaïlandaises, aller voir des plantations de riz, aller planter du riz moi-même. Ah, et vous l'avez fait ? Moi, j'ai planté du riz dans une farm, mais autour de Bangkok, qui est aussi assez dingue, mais à 1h30 de Bangkok. Mais là, les montagnes, je n'ai pas encore fait. Ok. Pas encore fait, mais c'est sur ma liste. Et c'est une ambiance un peu particulière. Il fait beaucoup plus frais. Il y a aussi de jolies aires de jeu. On peut faire du camping en pleine forêt. Donc ça, c'est une ambiance différente aux alentours de Chiang Mai. Il y a beaucoup de choses. Donc ça ferait un voyage de bien 2 semaines et demie, un bon 15 jours. Vous aurez rayonné un peu sur toute la Thaïlande. Et ça peut être très complet comme voyage. J'aime beaucoup quand il y a un peu de tout, en fait, de la ville, de la nature, mais aussi des endroits où on peut se reposer, parce que ça reste des vacances. Je voulais revenir sur les éléphants, dont tu as parlé rapidement. J'ai suivi sur ton Instagram, effectivement, que vous étiez dans une ferme, là où on achète, les gens achètent les éléphants qui sont maltraités, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Pour leur donner une meilleure vie. Comment on peut être sûr de ne pas se tromper quand on veut aller voir des éléphants dans ces bonnes conditions-là et pas dans une usine à touristes ? Déjà, il y a un critère très très simple. Dans ces endroits qu'on appelle des sanctuaires, on ne monte pas sur les éléphants. On ne monte pas dessus. Voilà. On caresse l'éléphant du bout des doigts, on lui donne à manger, mais c'est tout. Et ça, c'est la grosse différence. Moi, je suis allée me balader au nord de Bangkok, dans une ville qui s'appelle Ayutthaya, et c'est vrai que sur le bord de la route, il y avait des éléphants qui étaient limite maquillés. Ils avaient des colliers autour du cou, des grelots sur les pattes, et ils portaient une charge sur leur dos pour attirer les touristes. Et donc, il y avait de la musique, les éléphants secouaient leur trompe, et ils n'attendaient que les touristes. Il y avait des gens qui y allaient, et évidemment, mes enfants avaient des yeux grands ouverts, et je leur ai expliqué qu'on n'allait pas s'arrêter, et je leur ai expliqué en fait ce qui se passait, mais il n'y a pas photo entre ce type d'endroit et les sanctuaires où il n'y a rien de tout ça, quoi. On peut vraiment pas se tromper. Après, les sanctuaires, il y en a pas énormément non plus. D'accord. Et puis ils font ce qu'ils peuvent. Après, évidemment, eux aimeraient plutôt complètement relâcher les éléphants, mais ces éléphants-là ne peuvent plus survivre seuls dans la nature. Oui, bien sûr. Donc, de toute façon, c'est à peu près le mieux qu'ils peuvent faire. Et puis, ils sont ingénieux. Ils utilisent le caca de l'éléphant pour faire du papier. Donc, on apprend aussi à utiliser de façon écolo. Ça, c'est original. Le caca d'éléphant. Et ça plaît beaucoup aux enfants. Donc, on a aussi fait du papier quand on est allé dans les sanctuaires d'éléphants. Et ça fait vraiment une chouette visite. Les filles en parlent encore et je pense qu'on va bientôt aller dans un nouveau sanctuaire. Donc, tu as dit, il y en a quelques-uns, et j'imagine que sur les sites internet de ceux où il faut vraiment pas aller, ils vont mettre en première page un touriste sur un dos d'éléphant, et c'est ce qu'ils vont mettre en avant en premier, finalement. Exactement. Parce que c'est ça que les gens veulent faire. Malheureusement. Ou genre l'éléphant qui va faire un spectacle, genre au cirque. Oui. Un truc comme ça. On va éviter.
Pour repartir sur Bangkok, pour ces quelques jours de visite de ville, est-ce qu'il y a un type d'hébergement, par exemple, à privilégier ? Moi, j'ai trouvé des très chouettes hôtels à Bangkok, des hôtels qui sont un peu alternatifs. C'est pas des grandes chaînes, c'est pas des Airbnb non plus, mais il y a vraiment de chouettes adresses pour vivre Bangkok d'une manière un peu décalée. Il y a un hôtel notamment dans le poumon vert de Bangkok, qui est un vrai écrin de verdure à 20 minutes du centre. Et ça s'appelle le Bangkok Tree House. Et on dort vraiment perché, en hauteur, dans des espèces de cabanes de verre. Et on est entouré de verdure et on sort de là, on prend un bateau et un taxi pendant 20 minutes et on est au centre de Bangkok. Donc pour moi, c'est ce type d'hébergement en fait que je scrute, que je recherche et que je placerai dans mes guides. Donc il y en a pas mal. Il y a différentes options comme ça, des petits boutiques hôtels avec 3-4 chambres et un restaurant sur place qui nous fait de la nourriture maison, de la nourriture thaï maison. Il y a aussi un hôtel dans un quartier qui monte, là, un quartier en vogue, qui nous fait penser à un hôtel art déco. On a l'impression d'être à Miami. Ah oui ? Donc ça, c'est aussi une adresse complètement insolite avec une super piscine des années 70. Et ça, si on aime un peu le côté rétro, vintage, c'est canon, quoi. De rester là avec les enfants, c'est vraiment rigolo. Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle le Josh Hotel. Ok. Et c'est quoi ce quartier qui monte à Bangkok ? Ça s'appelle Hari. C'est pour l'instant un micro-quartier où il y a beaucoup d'adresses qui ont un look, un design très étudié. On se croirait vraiment dans un mall aux États-Unis, on s'arrête sur la route et il y a un motel qui est là avec un panneau lumineux qui clignote et c'est un peu ça l'ambiance, quoi. Et on mange des churros, des super hamburgers et il y a une dizaine de boutiques et c'est vrai que c'est un peu le rendez-vous de tous les jeunes qui veulent se faire prendre en photo là-bas. C'est très instagrammable, oui. Mais voilà, c'est un petit quartier qui est sympa. Il y a donc cet hôtel qui est niché. Donc, c'est assez rigolo comme endroit. Oui, ça a l'air. C'est complètement insolite. Alors, tu parlais de nourriture. Si on veut manger vraiment local, qu'est-ce qu'il ne faut pas louper ? Alors, évidemment, le riz frit avec des petits morceaux de légumes ou de petits morceaux de viande. Ça peut être du porc ou du poulet. Ça, les enfants en raffolent. Ce qu'on appelle fried rice. Il y en a un petit peu partout et en général, c'est pas épicé. Donc ça, c'est une bonne introduction le premier jour à la nourriture thaïlandaise. Et puis ensuite, on bascule plus sur des plats à base de nouilles. Donc ça peut être des plats secs. C'est comme le pad see ew ou le fameux pad thai. Oui. C'est des pâtes qui sont sautées, revenues avec il y a un peu de cacahuètes, il peut y avoir des crevettes. Le pad see ew, c'est revenu avec un peu plus de légumes. Et puis dans une sauce brune plutôt, mais les pâtes sont assez larges, c'est délicieux. Et il y a aussi des soupes de nouilles. Alors il faut faire attention parce que souvent elles sont épicées, mais dans quelques endroits on dit pas épicé, pas épicé. En général, quand ils voient des enfants, immédiatement ils enlèvent les épices. Dans les soupes de nouilles, parfois on peut avoir des surprises. C'est vrai que dans quelques-unes il y a des pâtes de poulet qui peuvent se glisser là-dedans. Si. C'est vrai que ça, c'est une des surprises. Hein. Il faut tester la nourriture de rue à Bangkok. Elle est exceptionnelle, très peu chère et délicieuse. Mais on peut avoir quelques surprises et on ne sait pas forcément ce qu'on mange, mais c'est bon, de toutes les manières. Faut pas savoir, en fait. Faut mieux pas demander. Non, faut mieux pas demander. Est-ce qu'il y a une bonne adresse, un endroit où vraiment que tu recommanderais, que tu mettras peut-être dans ton guide, mais un endroit, un restaurant incontournable à Bangkok? Il y en a tellement. Bangkok, c'est un vrai paradis de la nourriture. C'est-à-dire qu'on peut manger à tous les prix, on peut manger de tout. Alors là, je partirai sur une adresse qui, évidemment, nous permet de découvrir la nourriture thaï dans un environnement très paisible et vraiment bien adapté aux enfants. C'est un restaurant de quartier qui s'appelle Mother May I. En français, la traduction, c'est « Maman, est-ce que je peux ?» Et c'est une cuisine locale
Et l'avantage, en fait, c'est qu'on mange pas, dans un boui-boui dans la rue au milieu des voitures, ce qui peut être parfois intimidant quand on a des jeunes enfants. On peut se sentir pas vraiment à l'aise de tenter cette expérience. Et là, c'est un restaurant avec un grand jardin, une fontaine, une balancelle, une nourriture excellente, peu chère, et je la recommande les yeux fermés. C'est le premier restaurant où on est allé quand on est arrivé à Bangkok. Le soir même, Ah, c'est le c'est premier fou. qu'on a testé. Je ne l'oublierai jamais. Et je me dis, comme expérience, quand on arrive, je le recommande à tous les touristes qui viendraient parce que ça m'a vraiment marqué. On a l'impression d'être vraiment au paradis, quoi. C'est sublime. Est-ce que ta grande fille, elle, a un endroit préféré pour aller manger? Si tu lui laisses le choix, qu'est-ce qu'elle va choisir? Cet endroit-là. Parce qu'ils ont un dessert avec des boules de glace, de la meringue, de la sauce de noix de coco et de mangue qui l'a marqué. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je sais que c'est celui qui a de la meringue et de la mangue, et elle l'adore. Et pendant le Covid, je me souviens, évidemment, le restaurant était fermé. On scrutait son ouverture le jour où on lui a dit que c'était ouvert, mais je crois que c'était la petite fille la plus heureuse du monde. C'était une pile électrique. Elle était ravie. C'était un bonheur pas possible. Donc, je dirais vraiment celui-là pour toute la famille. Tu parlais tout à l'heure de musées qu'on peut visiter à Bangkok. S'il y en avait un à choisir pour faire le tour en fait des activités possibles sur ces 3 jours sur lesquels on resterait, ce serait quoi? Alors, je les ai pas encore tous faits, mais on m'a beaucoup parlé du National Museum, du musée national, et c'est celui-là qu'il faudrait faire parce que sur place, il y a des guides francophones qui ont été formés au musée et qui font des visites gratuitement aux touristes. Et c'est un musée qui permet vraiment de découvrir la culture thaïlandaise, l'histoire, de manière très interactive et de manière c'est très adapté aux familles puisque Super. Le guide sera s'adapter à son groupe. Et j'ai pas mal de copines qui ont suivi la formation justement et qui font des visites. Elles sont top, top, top. Donc, je dirais de foncer dans ce musée en premier lieu. Ok, bah surtout s'il y a des guides francophones, c'est pas toujours le Oui, c'est ça. cas. C'est hyper agréable pour les enfants. Ça évite de faire les traductions simultanées. Exactement. Non, non, c'est le lieu idéal. Et est-ce que tu as d'autres types d'activités à recommander pour Bangkok en particulier? Oui, il y a pas mal de cafés ici qui ont une aire de jeu intégrée et c'est vrai que c'est une pause super pour les parents et c'est une pause super à la fois pour les parents et pour les enfants. Alors il y a des cafés comme ça comme Marie Go Around par exemple, c'est un des cafés, ou si on s'éloigne un peu, un super restaurant avec une aire de jeu aussi en extérieur qui s'appelle Sweet Poppy. Et je recommande ça, c'est pas hyper typique de la Thaïlande, mais c'est une pause que je trouve très agréable quand on est dans la rue. Les rues sont grandes, c'est agressif, il y a quand même il y a des motos partout, il y a de la voiture, de la pollution, et du coup d'avoir une pause comme ça dans la journée avec ses enfants où eux s'éclatent et nous on prend un moment pour nous, ça fait du bien. Donc je recommanderais quand même de se faire une pause comme ça dans un café justement avec des jeux. Il y a évidemment le musée de Jim Thompson. C'est une ancienne maison typiquement thaïlandaise. C'est très connu, mais c'est une jolie visite à faire en famille. Alors, avec des petits, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas le droit de toucher les choses dans la maison. Ah Donc, oui. c'est un peu mieux si on a des enfants de 6 ans et plus, on va dire. Parce que moi, j'ai fait ça seule avec les 3. C'était du sport. Ouais, j'imagine. Mais c'est un très joli lieu, Jim Thompson. Et je le mentionnais tout à l'heure, ne surtout pas rater une balade en bateau sur la rivière pour voir Bangkok vue de l'eau. C'est vraiment chouette. Et ça, il y a plusieurs organismes qui le proposent? Oui, il y a plusieurs organismes qui le proposent. Après, moi j'ai eu la chance d'avoir un peu un bon plan et on a loué ce qu'on appelle un long tail. C'est un grand bateau en bois. On a pris le bateau pendant 2 heures et c'est vrai que c'est un bateau qui est c'est pas un yacht hyper luxueux, mais on peut amener son propre frishti. Oh, Et puis, super. le capitaine nous emmène dans des coins où il y a vraiment pas de tourisme, où il y a personne, et on voit les habitants qui vivent sur l'eau. C'est passionnant. Donc, je conseillerais aux personnes qui veulent le contacter de juste me contacter et je me chargerai de faire des réservations parce que la personne ne parle pas anglais et c'est un bon plan très, très local. Je D'accord. veux dire, il n'a pas de site internet,
il n'a pas de page Facebook. Mais mon idée en étant ici sur Bangkok, c'est vraiment de dénicher tous ces Bien plans sûr. et de les rendre accessibles aux visiteurs, aux familles qui aimeraient découvrir Bangkok d'une autre manière. Moi, ce qui me faisait peur en arrivant ici, c'est le tourisme de masse. Évidemment. Bangkok est la ville touristique et la Thaïlande, le pays touristique par excellence, un des plus visités d'Asie, extrêmement apprécié des Français. D'ailleurs, j'ai très peur de voir ce que ça va être quand le tourisme, les touristes reviennent. J'ai la chance de découvrir la ville sans personne, donc ça c'est un vrai luxe. Mais en même temps, je peux justement dénicher ces plans qui sont hors des sentiers battus et qui vous permettront, vous, de voir une Thaïlande autre. Il y a beaucoup d'options et je dirais aussi de vraiment faire une balade à vélo. Soit dans Bangkok, soit dans il y a une petite île en dehors de Bangkok qui donne l'impression d'être en plein milieu de la campagne, alors qu'on est juste à côté de Bangkok, et c'est une chouette balade à vélo à faire aussi avec les enfants. Et le nom de cette île, c'est quoi ? Koh Kret. Koh Kret, ok. Là, c'est pareil, c'est du ultra local, donc il vaut mieux te contacter pour pouvoir trouver. J'ai écrit un article sur le blog sur Koh Kret où je donne les informations, comment s'y rendre. Le blog est en français et en anglais, donc vous pouvez facilement le trouver. On mettra ça dans les notes de l'épisode de toute façon, pour pouvoir te contacter facilement. Est-ce qu'il y a des choses à ne vraiment pas faire à Bangkok, qui sont pas du tout adaptées aux familles ou qui sont complètement dénaturées parce que fait spécialement pour les touristes et donc sans intérêt, ou un truc que vous avez fait et que vous n'avez pas du tout aimé? Ça m'est pas arrivé encore. Ça m'est pas arrivé. Après, je fuis vraiment tous les endroits très touristiques. Donc, il y a des choses à Bangkok que j'ai pas encore vues. J'ai pas visité toute la ville, mais je me suis jamais retrouvée encore dans un endroit où je me suis dit ça c'est un attrape-touriste, j'aurais jamais dû faire ça. Pas encore. Et il doit sûrement y avoir, mais non, ça m'est pas arrivé. Ok. Peut-être que, pareil, tu l'as pas encore fait, mais est-ce qu'il y a un truc complètement fou ou un truc, pas forcément fou d'ailleurs, mais que tu as vraiment envie de faire avec tes enfants, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de visiter ou de tester, que ce soit à Bangkok ou à proximité? Bon, il y en a sans doute plein en fait, mais un truc vraiment exceptionnel. Alors, quand tu dis proximité, t'imagines à combien de temps à peu près? J'ai pas d'idée, mais on est toujours dans le concept d'une famille qui vient 2 semaines minimum en vacances, donc il faut que ça puisse être accessible là-dedans. D'accord. Que j'ai pas fait encore. J'ai quand même fait pas mal de trucs. C'est pour ça que je me dis, là, je commence. J'ai fait un supermarché flottant à Ampawa. Ça, je le conseille tout de suite à des gens qui veulent voir un peu la vie sur l'eau. C'est à 1h30 de Bangkok. Et c'est une très belle escapade en famille. En plus, on voit des marais salants en route. On peut aller pêcher des crabes. J'ai aussi écrit un article là-dessus déjà sur le blog. On peut le retrouver, l'information. Mais quelque chose que je n'aurais pas fait... il y a encore plein de concepts de café qui te permet en même temps de planter du riz, par exemple, ou d'aller découvrir comment on plante les plantations de bananes. Ouais. Et ensuite, on peut faire du savon à base de bananes et on utilise les feuilles de banane pour faire des dessins. Enfin, il y a plein de concepts comme ça hyper sympas qui sont très proches de la nature, qui permettent de découvrir un peu les spécialités thaïlandaises et qui en même temps te permettent de faire des chouettes ateliers avec les enfants. Donc, j'ai quelques noms. Il y a Montreux Farm, une ferme qui s'appelle Montreux, que j'ai envie d'aller voir. Une autre qui s'appelle Ferme de Lek, que j'ai envie d'aller voir. C'est plutôt des endroits comme ça, si tu as 1 heure de Bangkok, des adresses qui ont l'air assez chouettes à faire pour la journée. Ça a l'air complètement futile comme question, mais bon. Est-ce qu'il y a des souvenirs à rapporter absolument de la Thaïlande? Oui, il y en a. Alors, des souvenirs thaïlandais, moi je dirais une jolie ombrelle. Ouais. Le mieux, c'est de se rendre dans les quelques concept stores qui existent sur Bangkok pour retrouver là un peu les produits artisanaux les plus jolis de ce qui existe en Thaïlande. Il y en a quelques-uns qui regroupent vraiment le bel artisanat thaïlandais. Et là, on peut se faire plaisir, que ce soit sur des chaussures en cuir, que ce soit sur des objets de déco autour
des feuilles de banane, ils font des jolis plats en feuilles de banane séchées. Il y a des jolies choses en rotin aussi qu'on peut trouver. Voilà, je me dirigerai davantage vers les quelques concept stores sur Bangkok qui peuvent proposer ça. Mais il y a des jolies choses. Ok. Ça va être compliqué pour toi de me donner un budget pour 15 jours de vacances en Thaïlande, j'imagine. Mais globalement, tu disais que c'est une ville où finalement il y en a pour tous les goûts en termes de coûts. C'est une ville qui m'a l'air plutôt accessible. La base n'est pas forcément très chère. Après, tu peux faire des compromis entre des structures un peu haut de gamme et d'autres un peu moins pour varier les plaisirs et faire des mix sans donner forcément un budget, sauf si tu en as un à me donner. En termes de coûts, qu'est-ce que tu recommanderais? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour ça? Pour une famille de 4, Oui, par exemple? Par exemple. Je vais donner une fourchette. Je pense qu'on peut, hors billet d'avion, entre 1 500 et 4 500 €. On peut voyager en Thaïlande de manière très différente si on reste... par exemple, il y a des jolis glampings. Donc, c'est le camping un petit peu plus glamour. Oui. Par exemple, à Phuket, au lieu de rester dans un hôtel, un gros hôtel, une grosse usine, on peut aller faire du glamping pour 30 € par nuit. Et donc, c'est que ça reste très joli et une belle expérience, mais peu cher. Et tout est propre et c'est clean. Et les parents se font plaisir. Et on n'est pas dans une auberge de jeunesse, quoi. Ah bah, génial. Donc, c'est aussi vraiment, encore une fois, ce genre de lieu que je recherche pour pouvoir vivre la Thaïlande de manière raffinée, mais à un petit budget. Ça, c'est vraiment, moi, ce que j'adore. C'est le genre d'adresses qui me font trop plaisir. Il y a de très beaux hôtels en Thaïlande, très peu chers, mais très bien faits. Ils ont le raffinement, ils ont un goût sublime. Donc, on peut vraiment se faire plaisir à un petit budget. Et après, bon, quand on a des plus gros budgets, on peut partir faire du voilier pendant quelques jours. On peut avoir des expériences qui sont autres, qui sont haut de gamme, aussi très appréciables et bien sûr magnifiques. Donc, on peut se faire plaisir pour de très nombreux budgets. Pour une première fois, est-ce que tu conseilles de s'en remettre à une agence de voyage, plutôt locale, qui va quand même faire les choses correctement parce qu'elle connaît quelques petits endroits sympas, ou alors, finalement, avec ton guide qui va paraître l'année prochaine, pas besoin d'agence de voyage? Je serais tentée de dire pas besoin d'agence de voyage et au pire, si vous avez besoin, moi, je peux m'occuper de trouver quelqu'un, un agent local qui sera mieux vous guider qu'une agence française qui vous enverra forcément vers des adresses où il y a 50 000 autres touristes. Parce que moi, j'ai regardé un petit peu et c'est vrai, quand on va sur la rivière Kauai, tous les tours opérateurs vous emmènent dans le même endroit. Et si vous cherchez des vacances un petit peu plus intimes et différentes, le mieux, c'est vraiment déjà d'aller sur mon blog, de me contacter et ensuite, on peut s'organiser à partir de là. Ok. Sinon, depuis la France, je pense que c'est très mainstream. Évidemment. C'est pour ça que je disais, de toute façon, si agence de voyage, c'est forcément... c'est beaucoup mieux quand c'est local. Et si tu peux faire l'intermédiaire, en attendant que le guide sorte, en tout cas, c'est top. Ça, avec grand plaisir. Bon, pour finir, en fait, j'aime bien poser des questions un peu plus courtes qui sont sur l'ensemble de tes voyages pour continuer de voyager un petit peu. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire? La Mongolie. Vraiment pour des questions logistiques. Un voyage en Mongolie, là où on habitait depuis l'Algérie, par exemple, c'était pour atteindre la Mongolie, un vrai parcours du combattant et j'ose pas prendre 3 avions avec des enfants et gérer 10-12 heures de décalage horaire. Ça, j'ose pas. Avec des enfants en bas âge, en fait, je me suis rendu compte que ce qui me limite en voyage depuis que je suis maman, c'est les très longs vols. Parce que je trouve que c'est pas facile. Mes enfants ne dorment pas en avion, moi, c'est clair. Je ne sais pas comment faire dormir mes enfants en avion, mais ils ne dorment pas. Pour eux, c'est l'excitation au maximum. Ça a toujours été comme ça. Donc, ce qui me limite, c'est les longs vols et les gros décalages horaires ça grappille forcément quelques jours sur le voyage où tout le monde est déphasé et un peu fatigué. Donc, c'est ça qui me limite. Et quel est celui qui te fait rêver, qui est peut-être proche de toi finalement du coup, et qui n'a pas cette problématique de décalage et de long trajet? Encore une fois, la Mongolie.
Parce que je rêve de passer une semaine à vivre sous une yourte et à découvrir la vie des habitants Ah génial, ouais. sur place et que mes filles soient en immersion dans des plaines, dans une immensité qu'on ne connaît pas, en fait. J'ai eu un peu ce goût d'immensité en Laponie l'année dernière et ça, c'était mon plus grand rêve, c'est d'emmener mes enfants voir le Père Noël Mais oui. et ça a été absolument magique. J'en garderai un souvenir merveilleux, je pense, à vie et les enfants, c'est pareil. On en parle encore, de nos soirées au coin du feu. Il fait -20 dehors et on a notre sauna dans notre appartement et c'était, absolument fantastique. Skier de nuit avec les enfants, enfin, c'était, un voyage, vraiment à couper le souffle. Je pense que, la Mongolie pourrait, un peu m'apporter cette même adrénaline, de voir ces plaines immenses et découvrir un mode de vie que je ne connais absolument pas. Sinon, je rêve aussi de Cambodge ou de Vietnam, qui sont tout proches de moi maintenant, mais c'est des pays qui me donnent bien envie. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait? Je crois que aucun. J'ai regretté aucun voyage. Bah, tant mieux. Ils m'ont vraiment tous apporté quelque chose. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage? Que je ne partirai jamais en voyage? Ouais. Ah, je sais même pas comment répondre à cette question. Elle est déstabilisante. J'y ai jamais pensé. Je vois pas, j'ai pas une personne qui me saute à l'esprit comme ça. Je vois pas. J'ai eu, ma belle-mère, des J'y ai amis, pensé, j'y ai pensé, mais je l'ai fait l'année dernière, je le referai. Je le referai. Non, je vois pas vraiment. Le truc le plus inattendu qui te soit arrivé, alors j'allais dire lors de tes vacances parce que c'est ce que je demande, en général, mais avec, ton métier de reporter, j'ai plus envie de l'étendre, à toutes les situations, Le plus inattendu? dans tous les sens du terme. De dormir chez l'habitant au fin fond du Kurdistan en attendant de rentrer en territoire du PKK, des opposants. Et ça a été une expérience que je n'imaginais jamais vivre et dont je ne me remets toujours pas. Pourquoi? Parce que cette famille qu'on a rencontrée en faisant du stop, j'étais avec 2 autres amis journalistes qui nous a accueillis les bras ouverts, chez qui on est resté une semaine en attendant notre permis d'entrer en territoire ennemi, avec le père qui dormait dans un pyjama de soie avec un pistolet autour de la taille et qui avait 10 enfants, dont 2 albinos. Ça m'a fascinée. J'étais tout d'un coup une de leurs filles, je préparais à manger chez eux, je dormais par terre avec toute la famille. Enfin, ça a été absolument époustouflant comme expérience. Ça a l'air, oui. C'est un endroit que vous aviez trouvé vous-même ou qu'on vous avait, j'allais dire recommandé, c'est pas le mot. C'est là où vous deviez aller en attendant, votre laissez-passer? Pourquoi cette maison? C'était tout au hasard, tout au D'accord. hasard. Waouh! Complètement le fait du hasard. On était partis à l'aventure en faisant du stop à travers le Kurdistan. J'ai fait un reportage d'ailleurs pour RFI là-dessus, sur les routes du monde, je me souviens. Et non, c'était une rencontre au gré de ce voyage. Et en fait, ça m'est très souvent arrivé de faire des rencontres et qui m'ont mené, par exemple aussi, j'ai pris un train entre la Syrie et l'Iran. Et dans le train, j'ai rencontré dans le compartiment dans lequel j'étais une maman qui m'a dit: «J'ai une fille de votre âge et j'aimerais vous inviter chez moi». Et en fait, en arrivant à Téhéran, je suis allée chez elle et j'ai passé une semaine avec une fille de mon âge, chez l'habitant, à Téhéran. Et voilà, c'était une expérience aussi hallucinante que je n'oublierai jamais et qui était le pur fruit du hasard. C'est dingue, j'adore. C'est vrai que c'est complètement insolite, hein. Je sais pas si je le referais. Je pense que je le ferais, en fait, Avec les enfants, avec les enfants. il faut avoir confiance, en l'autre, quoi. C'est la base de ces rencontres au Mmh. hasard, mais qui peuvent, j'imagine, parce que ça ne m'est jamais arrivé, qui doivent avoir une force, incroyable, et évidemment des souvenirs, mémorables, ouais, ça doit être dingue. J'ai pas d'autres mots, en fait. C'est dingue, c'est complètement dingue. La destination que tu aimerais refaire en famille, ce qui prouve que tu as adoré et que tu as envie d'y retourner? Le Yémen, sans hésitation. Ma seconde fille s'appelle Sana. Oui.
la capitale du Yémen. Ça m'a marqué à vie. Je rêve d'acheter une maison avec une plantation de café au Yémen, d'avoir ma maison de vacances là-bas. C'est dans nos plans avec mon mari. Le pays est en guerre. Les aéroports sont fermés. C'est absolument impossible, mais c'est la destination. Je rêve d'emmener mes enfants. Je pense pas que je la retrouverai souvent, celle-là. Mais du coup, c'est chouette. Votre prochaine destination en famille? On part dans 3 jours dans le parc national de Khao Yai et on va découvrir les vignobles thaïlandais et se baigner dans des cascades au milieu de la forêt et rencontrer les singes. Voilà. Tout simplement. Ouais. À 2 heures de Bangkok. Génial. Dans un hôtel bradé parce qu'il n'y a pas de tourisme et on trouve des super plans en ce moment. Et ça sera ajouté au blog et au guide, je pense, comme destination. À suivre sur tes réseaux. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage justement à cause de la Covid? Je privilégie comme d'habitude vraiment le voyage local. Je me lave beaucoup plus les mains qu'avant. Forcément. Après, pour l'instant, les seules mesures que je pense prendre quand je voyage, de toute manière, pour moi, je fais attention à me déplacer le moins possible, à être assez proche de l'habitant, à laisser le moins d'empreintes possible écologiques, par exemple. Et le Covid ne va pas m'arrêter de voyager, mais de faire plus attention peut-être aux mesures sanitaires, de laver vraiment les mains de mes enfants plus souvent, d'avoir toujours du gel sur moi. Et voilà, mais je ne vais pas m'arrêter de voyager ou de découvrir en tout cas pour ça. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Sur les réseaux sociaux. On les mettra évidemment dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu peux juste nous donner le détail? Oui, là, je suis très présente sur Instagram. L'Instagram, c'est Little Voyageur, avec un S à la fin. Et sur le blog, Little Voyageur. Et nous avons sorti déjà notre premier guide papier sur Bruxelles, que vous pouvez acheter directement sur le site. C'est un guide qui est papier ou digital. Super. Donc voilà. Tout ça sera dans les notes, évidemment. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette plongée dans ton parcours qui m'a... J'allais dire qui m'éclate, c'est pas le mot, encore une fois, mais qui est tellement atypique et tellement dingue. Je pense que ça le résume bien, finalement. Et évidemment, pour ce super guide de voyage sur Bangkok et la Thaïlande. C'était un vrai plaisir d'échanger. Merci beaucoup. Mais merci à toi. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, dites-le moi en mettant un commentaire sur Apple Podcast. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'aller dans l'application, puis sur Famille et Voyage, le podcast, de cliquer sur S'abonner, puis de descendre tout en bas, cliquer sur la 5e étoile, puis rédiger un avis. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire, car c'est la seule façon de donner de la visibilité au podcast. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique. Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com/podcast. Vous avez des questions? Un récit de voyage à raconter? Un invité à proposer? Dites-le moi de la même façon sur le blog famille et voyage avec un s.com/podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.